Bon, donc nous revoilà. Nous allons entamer la partie diagénèse d'enfouissement de ce cours diagénèse qui sera le dernier de la série du cours bassin. La diagénèse d'enfouissement, on va l'étudier à partir du fil conducteur de la lithologie, donc de la nature minéralogique de la roche. On va commencer par roche carbonatée, puis roche silicoclastique, puis roche carbonée. Alors les processus principaux qui sont opérants au cours de la diagénèse d'enfouissement ou de la diagénèse tardive, c'est d'abord le fait qu'il y a une augmentation de la pression qui induit une compaction des particules, et ensuite des processus chimiques qui sont associés à l'augmentation de pression et de température. Ces processus chimiques s'appellent la pression-dissolution, la cimentation, la recristallisation, la disparition des feldspaths qui est associée plutôt à une dissolution et ou des transformations minérales. Et enfin, un autre processus majeur qui contrôle cette diagénèse d'enfouissement, c'est la circulation de fluides. Si on remplace les fluides de l'haute porosité avec lesquels les particules de la roche sont à l'équilibre par un fluide avec lesquels elles ne sont pas à l'équilibre, on induit des réactions chimiques. Alors, comme je vous l'ai annoncé, on va étudier ces processus en fonction de la nature lithologique de la roche. On commence par le cas des carbonates. Alors, ce n'est pas le cas des carbonates carbonatés, mais c'est le cas des roches carbonatées. Ici, ce que vous avez, c'est un diagramme qui vous montre l'évolution de la porosité de la roche en fonction de la profondeur d'enfouissement. Vous vous souvenez qu'on rentre dans la diagénèse tardive quelque part, en fonction des cas, soit à partir de 1 mètre, soit à partir de quelques centaines de mètres. Et ici, en gris, la zone grisée là, correspond à ce qui se passe pour la majorité des carbonates, avec la zone dans laquelle tous les carbonates se promènent. Donc on voit qu'un carbonate, au moment du dépôt, une roche carbonatée au moment du dépôt a une porosité qui avoisine les 40%, et que dès qu'on arrive à 1 km, on n'a plus que moins de 30%, et puis on arrive à 6 km à quelque chose qui est plus proche des 5%, par simple compaction. Alors qu'est-ce qui se passe quand on compacte? Eh bien déjà les grains qui n'étaient pas au contact l'un de l'autre, qui étaient séparés des fluides, vont devenir au contact, mais surtout certains grains au contact l'un des autres vont rentrer l'un dans l'autre, et c'est ce qu'on appelle ici des grains impressionnés. On va aussi avoir le développement dans les roches carbonatées de stylolithes. Alors ici, dans un calcaire oolitique, un microstylolithe qui sépare au contact de plusieurs stylolithes. Ici, le dessin standard d'un stylolithe dans une roche carbonatée. L'amplitude peut aller jusqu'à plusieurs centimètres. En général, on tourne autour de 1 cm. Et ces stylolithes ou ces impressions sont possibles, vous voyez, parce que là on fait une impression sans déformer les bordures du grain dans lequel ces grains rentrent. Ça se fait par pression-dissolution, c'est-à-dire que sous l'influence de la pression, les carbonates se dissolvent. Alors quelques exemples de grains. Donc ici on a une roche où les grains sont au contact les uns des autres, sans vraiment ni d'impression ni de pression de dissolution.
donc une roche, mais par contre, on voit que tous les grains sont au contact. Ici, les grains sont au contact et commencent à rentrer les uns dans les autres, et on voit aux limites de grains ces micro-stylolithes, comme ici, 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 presque tous les joints, alors pas tous, mais presque tous, sont en train d'évoluer en microstylolithisation. Le plus beau, à mon avis, c'est celui-là. Vous voyez la différence? Ici, les grains sautent au contact, mais ils ont encore bien leur forme originale. Il n'y a pas de pénétration d'un grain dans l'autre, ni de stylolithisation ici. Les grains sont au contact et stylolithisés. Voilà une image d'un autre stylolithe, ça c'est une photo macro. On distingue bien la zone où il y a eu pression-dissolution. Et ce qu'on remarque, c'est que dans cette zone de ce joint stylolithe sont accumulées des matières noires, opaques. Et en fait, ce qui s'accumule dans ce joint, c'est les oxydes de fer, les argiles, la matière organique qui ne peuvent pas être dissous sous la pression et qui donc se retrouvent concentrés dans le joint. Ici une lame mince de ce joint et on voit bien que le joint vient recouper les structures et mettre au contact des parties de la roche qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre avant la pression de dissolution. Ici, vous voyez un schéma qui essaye de représenter ce qui se passe avec une ligne fictive qui peut être un joint de stratification par exemple, ou une lamine. Et puis, juste pour symboliser les choses, des particules sédimentaires qui ne peuvent pas être soumises à dissolution. Au fur et à mesure que la pression de dissolution augmente, vous voyez, cette ligne-là, elle descend dans la roche au point d'être passée en dessous de ces éléments résistants et de les entourer. Et quand on continue, cette ligne continue à descendre, mais ces éléments résistants à la dissolution sont encore là, et c'est eux qui vont définir l'endroit où on a les dents du joint stylolithique. D'autres exemples, alors ici des exemples d'impression. Ici il y a une impression, apparemment ici aussi, ce grain-là est en train de se faire dissoudre. Ici, c'est pas clair, non là c'est autre chose, là c'est de la fracturation. Donc les impressions seraient là et là. Alors, donc pression de dissolution, c'est un moyen de dissoudre les carbonates et de diminuer très fort la porosité. Quand on fait ça, on rapproche les grains les uns des autres et on diminue la porosité. L'autre processus qui peut beaucoup influer, c'est la circulation des fluides. Si on remplace les autres porosités qui sont à l'équilibre avec les grains par d'autres qui ne sont pas à l'équilibre, on peut induire des précipitations, des dissolutions. Et on a par exemple le cas de la dolomitisation d'enfouissement, où si on apporte du magnésium dans des fluides nouveaux, par le long de fractures ou autres, on va pouvoir précipiter de la dolomie. Donc, ce qui illustre ce schéma-là, c'est que ce remplacement de la calcite par de la dolomie va dépendre de plusieurs paramètres: la température, la précipitation de ces deux minéraux est température dépendante, et puis le rapport calcium sur magnésium dans le fluide. Ce qu'on voit ici, donc
plus le rapport calcium-magnésium est grand, plus les eaux sont riches en calcium. En haut, là, vous avez un histogramme de quelques fluides de bassin, quelques aquifères ou quelques autres formations, qui vous montrent les rapports calcium-magnésium classiques des autres formations. Et puis ici, vous avez le rapport calcium sur magnésium qui permet de stabiliser la calcite ou la dolomie, et ou encore la magnésie. Donc vous voyez, quand les fluides sont très très riches en magnésium, on va stabiliser plutôt la magnésite, qui est c'est un MgCO3, la magnésite. La calcite, c'est un CaCO3, et la dolomite, c'est un CaMgCO3. Et vous voyez qu'à une on peut lire ce diagramme de deux façons. À une température donnée, si je change la chimie du fluide, je vais stabiliser soit la dolomie, soit la calcite. Et ce qu'on voit, c'est que plus la température est élevée, plus il est difficile de stabiliser la calcite. Le champ de stabilité de la dolomie augmente. Donc si j'augmente juste la température, je vais avoir tendance à passer dans le champ de stabilité de la dolomie, même pour un rapport CaMg qui ne change pas. Et pour une température donnée, je vais pouvoir stabiliser la calcite que si j'envoie des fluides très très riches en calcium. Or, ces fluides très riches en calcium sont peu fréquents. Donc, quand la morale de tout ça, c'est que quand on enfouit, quand les températures augmentent, on a tendance à stabiliser la dolomie pour un même rapport CaMg, et ce sera de plus en plus difficile de stabiliser la calcite. Donc la dolomie est un minéral qui a tendance à apparaître assez souvent dans les contextes d'enfouissement assez profond. Ok, donc on a fini avec les carbonates. On passe maintenant aux roches dites silicoclastiques et qui sont aussi siliceuses. Voilà quelles sont ces roches, avec un conglomérat ici, un grès grossier ici, probablement une pellite ici, et puis une argilite là, ouais, donc siltite ou pellite, et argilite ici. Ou ça concerne aussi les roches dites siliceuses d'origine biogénique, que sont la radiolarite ici et la diatomite ici. Alors, si on regarde l'évolution de la porosité initiale, la gamme de porosité initiale dans ces roches silicoclastiques, en fonction du diamètre des particules, ce qu'on voit, c'est que plus la roche est initialement grossière, plus la porosité initiale est petite, et que quand le diamètre des particules est de plus en plus fin, la porosité initiale est plus grande. Donc la porosité initiale dans les argiles est beaucoup plus grande que la porosité initiale dans un sable ou un grès. C'est représenté aussi sur ce schéma, le même que celui qu'on a vu pour les carbonates, mais ce coup-ci pour les argiles silt ou sable, donc pour les roches silicoclastiques. Et on voit que la porosité initiale dans les argiles est plus grande que dans les sables et silt. Ceci mis à part, ce qu'on voit aussi, c'est que la porosité diminue avec la profondeur et que c'est encore la compaction qui induit ça, et on remarque que vers 2 km, toutes suivent à peu près la même courbe, mais que les argiles sont celles qui ont le plus de capacité à voir leur porosité diminuer et à être compactées. Alors si on regarde maintenant ce qui se passe pour le quartz, on peut avoir, comme pour les carbonates, de la pression dissolution. Par contre, ça commence beaucoup plus tard. Dans les carbonates, ça commence dès 1000 mètres, on pense. Dans le quartz, ça commence beaucoup plus tard. La silice est très peu soluble par rapport au carbonate, et donc il lui faut des températures et des pressions plus importantes, mais sinon, c'est à peu près la même chose que pour les carbonates. Le long de l'interface où la pression s'applique, on va dissoudre,
Et par contre, la silice dissoute ne voyage pas très loin. Très souvent, elle reprécipite à l'extérieur, dans les zones où il n'y a pas de pression. Et elle fait ce qu'on appelle du nourrissage de ces grains de quartz. Donc quelques images de la mince. On voit ici la zone où il y a eu pression-dissolution. Et sur les côtés, la zone probablement où on a eu le nourrissage. Ici aussi, probablement, c'est du nourrissage. C'est la même image vue en lumière polarisée et analysée. Et on voit que le nourrissage, ouais, donc on voit beaucoup mieux le nourrissage que j'avais placé ici est en fait au-dessus. Et là, c'était bien du nourrissage. Donc on a du nourrissage là, et ici de la pression dissolution. Ici, un exemple d'un grès entièrement cimenté par nourrissage de quartz, et ça porte un nom, ça s'appelle une quartzite. Et ce qu'il y a à regarder dans cette quartzite, c'est donc le contour des grains, qui est présent en fantôme, en noir, et puis vous voyez partout autour du nourrissage. Là, du nourrissage, du nourrissage. Et sur cette photo-là, on ne voit pas beaucoup de zones de pression-dissolution. On voit surtout du nourrissage. Peut-être qu'ici, on aurait un peu de pression-dissolution, mais c'est pas bien net. Donc là, ce qu'il faut observer, c'est vraiment le nourrissage et le remplissage complet de la porosité par des ciments. Alors ici, on illustre l'influence de fluides exogènes qui arriveraient dans la roche. On imagine, la roche vit sa vie, pression dissolution, on fait du nourrissage de quartz, ce qu'on voit ici, tac tac tac, là encore, là encore. Ici on a un petit peu de pression dissolution, mais pas beaucoup. Et puis, pour une raison ou pour une autre, les fluides de la porosité sont chassés et remplacés par ces fluides-là, qui sont riches en carbonate, calcium, magnésium, fer probablement, et qui précipitent un ciment carbonaté dans le reste de la porosité. Donc là, quand on voit ça, on observe en direct le résultat de la circulation de fluides qui viennent avec une chimie différente et qui vont influer la suite de l'évolution de la diagénèse. Donc là, la cimentation finale de ce grès a été liée à la précipitation de ce ciment carbonaté. Si on sort du quartz et qu'on rentre dans les argiles maintenant, ici, ce que vous avez, c'est un gradient d'enfouissement de 0 à 5 km avec l'enfouissement qui induit de la compaction simple dans la première partie jusqu'à 2-3 km, et puis ensuite de l'expulsion des fluides dans les ouais, donc en fait c'est enfouissement ici de 0 à 5, et ici c'est la nature des eaux expulsées. Au début on a de l'eau interstitielle en bleu clair. L'eau interstitielle est expulsée, et à partir de 2-3 km, ce sont les eaux interfoliaires, donc l'eau constitutive des argiles, qui commencent à être expulsées. Et ça, c'est vraiment sous l'effet pression et augmentation de la température. Donc ça, c'est aussi représenté ici, avec ces petits histogrammes en bâton, où on voit les composants minéraux et les composants aqueux, avec la partie eau interstitielle, la partie eau interfoliaire. On voit que l'eau interfoliaire ne change pas en quantité jusqu'à 2 et quelques kilomètres et commence à diminuer à partir de 3 km. L'eau interstitielle, elle, est évacuée massivement dans les 2 premiers kilomètres, et progressivement le reste est aussi évacué. Et au sein de la phase minérale, ce qu'on observe, c'est à partir de quelque chose qui était initialement un mélange de smectite et d'illite, on voit que progressivement l'illite remplace la smectite
pour la faire complètement disparaître aux profondeurs importantes. Alors, cette évolution des minéraux argileux, on peut l'observer au MEB. Ici, des images de ciments argileux qui viennent précipiter dans les eaux de porosité, de la chlorite, là, avec ces petites flakes de chlorite, qui remplit bien la porosité. Ici, une image vue de plus près au MEB. Et là, l'hylite, qui a plus cette structure alvéolaire, c'est plus hylite. D'autres images, cette fois-ci au MET, qui permettent vraiment de mesurer les distances interfoliaires. Et la smectite a des distances interfoliaires de 13 angstroms, donc plus grandes que l'hylite. Donc on voit la smectite, du coup, est plutôt plus claire, les feuillets sont plus espacés, et l'hylite, c'est plutôt des feuillets plus denses, les zones plus denses où les feuillets sont plus rapprochés. Hylite très dense, et la smectite un peu plus claire. Donc là, c'est pas forcément de la smectite, on est à 12 angstroms. Et ici, pareil, l'hylite, c'est quand on atteint les 10 angstroms et qu'il y a une vraie structuration. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a cette transition smectite-hylite? Eh bien, il se passe qu'il y a aussi un genre de recristallisation. L'hylite, c'est une formule potassium, aluminium, silicium, alors que la smectite contient tout un tas d'autres ions qui viennent se mettre en interfoliaire et qui l'empêchent d'avoir des tailles de grains, un espacement interfoliaire aussi compact que l'hylite. Voilà la réaction telle qu'on peut l'écrire. Smectite donne smectite-hylite qui donne hylite pur. Donc la réorganisation est contrôlée par la température. Et ensuite, pour arriver à l'hylite pur, il ne suffit pas d'une réorganisation purement thermique, il faut aussi changer l'abondance des ions interfoliaires. Et dans l'hylite, le seul ion, c'est le potassium. Voilà ce qui est écrit ici. L'hylite nécessite potassium-aluminium et la smectite à tous les autres. Donc si on veut convertir entièrement un assemblage hylite-smectite en hylite, il faut apporter beaucoup d'aluminium et évacuer ces ions-là. Donc il faut des circulations de fluide. Cette réaction, elle commence à partir de 70 à 100 degrés. Encore une autre illustration avec le nombre de feuillets silicatés par particule. Et on voit qu'au fur et à mesure de la conversion de smectite en hylite, le nombre de feuillets augmente. Et dans l'hylite, beaucoup de feuillets empilés. On retrouve la série qu'on a déjà regardée, smectite, qui donne un mélange de smectite et d'hylite. Et puis, si on apporte suffisamment de potassium, on va passer à 100% d'hylite. Voilà, ok. Alors maintenant, si on regarde un tableau de synthèse de ce qui se passe pour la minéralogie des argiles et de la silice au cours de l'enfouissement. Donc la silice, on a déjà vu une illustration dans la partie diagénèse précoce. On s'était intéressé, on avait surtout vu la partie amorphe, donc elle est là. Mais ça reprend donc ce qu'on a déjà vu. On passe de l'amorphe à la cristobalite, qui est partiellement cristallisée mais qui reste hydratée, jusqu'au quartz. Et là, ça induit une déshydratation. Pour les autres minéraux, on va laisser les éolites de côté, mais les argiles, on a essentiellement de la smectite dans les premières phases, et puis un mélange smectite-hylite avant de passer à de l'hylite pur si on a eu cet apport de potassium. Les profondeurs sont répertoriées, donc la transition vers le quartz se fait à peu près à 1500 mètres et la transition vers l'hylite potentiellement pur se fait plutôt vers 4 km. On regarde la porosité qui évolue et on voit que au moment où au fur et à mesure qu'on convertit en hylite, la porosité
diminue. Bon, ici, pour rappel, la structure minéralogique, cristallographique des principaux types d'argile. Ouais, donc là, celles qui nous intéressent sont la smectite ici et l'hélite ici. Et quand je vous disais, donc l'espace entre deux feuillets, il y a un espace de 13 à 14 angstroms en fait. On nous donnait 13 sur les images mètres, mais ici, ils acceptent jusqu'à 15 angstroms. L'hélite, on est plutôt autour de 10 angstroms. Et ce qui change, c'est la nature des ions interfoliaires. Dans l'hélite, c'est du potassium. Et ce potassium est plus petit et il permet de vraiment rapprocher les deux feuillets. Dans la smectite, ça peut être un assemblage de plein de choses, du fer, mais aussi des molécules plus complexes, comme de l'eau par exemple, même si ça, c'est pas une molécule d'eau. Donc ça, c'est une molécule d'eau, et là, on aurait un cation échangeable au sein de ce qu'on appelle la sphère d'hydratation, donc un cation qui, par liaison van der Waals, est associé à plusieurs molécules d'eau. Et donc ça prend de la taille, ça prend de la place, et c'est cette eau interfoliaire qui est expulsée de la roche à partir de 4-5 km de profondeur. Ici, une illustration de l'évolution de la minéralogie avec l'enfouissement dans une roche sédimentaire détritique ou silicoclastique, c'est la même chose, avec la profondeur ici, 5 km, la qualité des argiles, ce qui se passe pour les feldspaths potassiques, et puis ici la teneur en potassium. Donc, ce qu'on voit, c'est que la taille des petites particules d'hélite augmente avec la profondeur. Et ça veut dire qu'il y a de plus en plus de smectite qui se convertit en hélite. On voit que l'augmentation, l'apparition de plus en plus d'hélite est associée à la diminution de la teneur en feldspaths potassiques. Et ça, c'est tout simplement parce que les feldspaths potassiques, en se dissolvant, libèrent du potassium qui va venir permettre à ces hélite de se former. Donc l'apparition de l'hélite est synchrone de la disparition des feldspaths potassiques. Bon, ici, on voit l'apparition de chlorite en même temps que l'apparition de l'hélite, donc qui est un autre minéral oxygénique. Et pour ce qui est de la teneur en potassium, ici, elle est dans la courbe des feldspaths, on voit qu'elle diminue, il y a de moins en moins de potassium issu des feldspaths, et il y en a de plus en plus qui vient se mettre dans la fraction fine des ylites. Donc ce qu'on est illustré là, c'est des réactions qui se nourrissent les unes et les autres, la dissolution des feldspaths nourrissant la précipitation des ylites. On revient sur notre exemple de l'évolution diagénétique des grès de la mer du Nord, avec ici le petit carton de sédimentation, ici ce qui se passe en diagénèse précoce, et enfin ce qu'on n'avait pas décrit dans le cours précédent, ce qui se passe au cours de la diagénèse tardive. Et qu'est-ce qu'on voit de plus par ici? Eh bien, on voit que les feldspaths ont autour d'eux de ce qu'on appelle de l'overgrowth, donc de la reprécipitation de feldspaths. On voit le remplissage kaolinite ici, qui n'a pas bougé, mais qui pourrait avoir évolué vers de l'hélite. Et on voit ici des ciments de carbonate qui évoluent en ciment d'ankérite. Donc là, ce qu'on illustre, c'est encore autre chose par rapport à ce qu'on vient de voir. On ne voit pas la transition hélite-smectite, mais on voit des transformations dans la minéralogie des carbonates, et on voit une restabilisation des feldspaths.
Donc là, on a vu les principaux processus de la diagenèse d'enfouissement dans les carbonates, dans le silicoclastique, et il nous reste à couvrir maintenant ce qui concerne les roches dites carbonées. Et en fait, pourquoi est-ce que ça nous intéresse particulièrement, les roches carbonées, et pourquoi quand on parle de diagenèse d'enfouissement? C'est parce que ces roches carbonées et les processus de diagenèse d'enfouissement, c'est ce qui donnera naissance au final au charbon et pétrole, qui sont les combustibles fossiles que notre société, sur lesquels la production énergétique de notre société repose massivement. Alors, quelques définitions. Qu'est-ce qu'un charbon? Un charbon, c'est une roche contenant plus de 50% de matière organique. Donc je vous laisse mesurer, sachant qu'une roche sédimentaire standard contient entre 0,5 et 1% de matière organique. Le charbon, c'est vraiment une roche exceptionnelle et on peut l'appeler carbonée, c'est-à-dire fabriquée de carbone, à ce titre. Bon, par contre, on ne trouve ça que dans des milieux de dépôt spécifiques où il y a une production primaire de végétaux supérieurs très élevée et un taux de préservation de matière organique assez important. Qu'est-ce que sont les pétroles et gaz? Ce sont des fluides constitués d'hydrocarbures qui ont été générés par la maturation thermique de la matière organique. Et pour fabriquer des gisements de pétrole et de gaz, il faut qu'il y ait eu en plus migration de ces produits de maturation thermique et accumulation dans un réservoir. Cette migration n'est possible que si la roche initiale où les hydrocarbures ont été générés contenait plus de 3% de matière organique. Et ça, c'est parce que les petites gouttelettes d'hydrocarbures produites n'arriveront pas à migrer si elles ne peuvent pas coalescer. Et l'image qu'on peut prendre, c'est par exemple un petit crachin sur un pare-brise va laisser des gouttes qui vont rester sur place, qui ne vont jamais coalescer et puis former des petits ruisseaux pour dégouliner le long de la vitre. Pour que ce crachin coalesce et forme des dégoulinures, il faut qu'il y en ait beaucoup. Et c'est pareil pour les pétroles, pour les hydrocarbures. Si on les génère dans une roche où il y a très très peu de matière organique, ça va faire des petites gouttelettes isolées, toutes petites, qui vont rester en place et qui ne vont pas migrer pour donner des gisements. Enfin, la matière organique dispersée dans les roches, celle-là vous la connaissez, c'est celle qui est présente en général à moins de 1%, elle s'appelle kérogène. Et elle, on va en parler aussi, même si ce ne sera pas le focus de ce qu'on va présenter là. Donc, quels sont ces combustibles fossiles? On les a déjà vus, lignite, charbon, donc c'est le même matériel de départ, mais ça a été subi des températures plus importantes. Ici, l'image d'un pétrole et puis d'un gaz qui est en train de brûler. Des petits rappels sur des choses qu'on a déjà vues dans le cours cycle biogéochimique, sur l'influence de la lithologie et du taux de sédimentation sur le carbone organique. Ça nous montre que pour avoir des teneurs importantes de carbone organique, il vaut mieux un taux de sédimentation important et puis surtout une lithologie argileuse. Donc les environnements favorables, je passe assez vite parce qu'on est hors cadre diagénèse, mais je vous rappelle quand même un petit peu les fondements. Dans un environnement lacustre riche en plancton de surface, dans un environnement deltaïque où on a beaucoup d'apports de végétaux continentaux avec les rivières, ou dans un environnement marin côtier où les eaux sont peu profondes et propices à l'accumulation. Ça, je vous engage à revenir au cours de cycle biogéochimique pour revoir ces choses-là. Donc, pour constituer un gisement de charbon, il faut donc une productivité primaire de végétaux supérieurs énorme, mais il faut aussi que cette matière organique soit fossilisée, donc il faut un environnement géodynamique particulier qui le permet, donc un bassin avec des recouvrements par des particules qui isolent la matière organique de l'oxygène et limitent sa dégradation.
Et la conjonction de ces deux paramètres se retrouve dans deux environnements principaux, le type tourbière, donc ça fait ce qu'on appelle des bassins limniques et qui est en plein dans un continent, et le type delta ou mangrove qui lui est au niveau littoral, et ça s'appelle les bassins qui contiennent des gisements de charbon déposés dans un littoral s'appellent des bassins paraliques. Et surtout, et ça c'est le sujet de notre cours d'aujourd'hui, il faut de la maturation thermique. Si vous ne faites pas de maturation thermique, vous n'aurez pas de gisement, vous aurez de la tourbe. Pas de charbon, vous aurez de la tourbe. Alors la tourbe, qu'est-ce que c'est? Donc là on est dans un des cas de figure d'accumulation de matière organique d'origine continentale. Voilà, vous en avez déjà vu en écologie ou biologie végétale. Et voilà un exemple, donc la tourbe. Maintenant, si on réfléchit aux conditions qui permettent un gisement de pétrole, et il faut une forte productivité de matière organique en milieu marin ou lacustre, et donc ce coup-ci, on n'est pas dans les végétaux supérieurs, on est plutôt dans les algues et les cyanobactéries. Il faut aussi une phosphorylation importante, et on ne générera des pétroles que si la concentration est supérieure à 3%. Il faut aussi de la maturation thermique, et on va en parler après, à la fois pour les charbons et pour les pétroles, pour générer le pétrole. Et enfin, une fois que le pétrole est généré, si on veut fabriquer un gisement, il faut un piège géologique qui permette de l'accumuler. Alors ici, un petit rappel au cours sur les cycles biogéochimiques, où la biomasse va donner des débris dont une partie va donner le carbone fossile, ou qu'on a appelé kérogène dans le court cycle biogéochimique, et dont une petite partie va être sous forme de pétrole, charbon et gaz. Alors, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui arrive à la matière organique au cours de l'enfouissement? Alors ici, vous avez la schématisation de molécules, de ce qu'est la molécule de kérogène. Donc vous y voyez des hétérocycles et puis des chaînes dites aliphatiques. Et puis ici, d'autres cycles qui ne sont pas ceux de type benzénique comme les M, mais qui restent des cycles. Et quand en géologie on travaille, on ne peut pas toujours imager ces choses-là, mais par contre, on peut analyser assez très facilement avec des outils de laboratoire la teneur en hydrogène, carbone et oxygène des kérogènes de la matière organique, et rapporter les résultats de ces analyses dans ce diagramme classique où on a en ordonnée le rapport hydrogène sur carbone en atomique, nombre d'atomes d'hydrogène sur le nombre d'atomes du carbone en fonction du nombre d'atomes d'oxygène sur le nombre d'atomes de carbone. Ce diagramme-là s'appelle le diagramme de Van Crevelen. Je réalise qu'il n'est pas écrit. Bon, on verra, il sera peut-être écrit plus tard. Et dans ce diagramme de Van Crevelen, quand on rapporte toutes les analyses qui ont été effectuées sur tout ce qui traînait, de tout type de roches, on voit que les points se répartissent le long de trois familles. Une famille qu'on a appelée le type 1, une famille qu'on a appelée le type 2 et une famille qu'on a appelée le type 3. Ces trois familles convergent à un moment à partir de rapports hydrogène sur carbone et oxygène sur carbone de 0,7 ici et un peu inférieur à 0,1 là, pour suivre le même chemin. Pourquoi est-ce qu'on a trois séries, trois chemins? Mais c'est parce qu'à l'origine, il y a trois types de matières organiques différentes qui ont chacune des chimies différentes. Le type 1, par exemple, est caractérisé par des rapports H sur C énormes et il correspond à des matières organiques plutôt algaires et bactériennes. Le type 2
Eh ben, c'est plutôt quelque chose dérivé du phytoplancton actuel. Et le type 3, avec son énorme quantité d'oxygène et très peu d'hydrogène, ça correspond à de la matière organique d'origine continentale, et en particulier on y distingue la dominance de la cellulose et de la lignine des végétaux supérieurs, qui sont très riches en oxygène et finalement assez peu riches en hydrogène. Pourquoi le type 1 est si riche en hydrogène? C'est parce que chez les bactéries, il n'y a pas de paroi cellulaire, et l'essentiel de la biomasse finalement c'est du type membrane, donc qui sont que des lipides très riches en hydrogène. Donc une fois qu'on a identifié ces trois types qui sont connus maintenant comme étant issus, à l'origine de matières organiques différentes, on voit que toutes suivent à peu près le même genre de chemin, avec une première phase où c'est essentiellement la teneur en oxygène qui diminue. Donc on élimine les matières organiques, les molécules organiques qui contiennent de l'oxygène. Et ça, c'est assez souvent la dégradation de la matière organique, celle qui contient de l'oxygène. Ça peut être les sucres et autres qui sont consommés assez vite lors de la diagénèse précoce. Et ensuite, on a plutôt une perte d'hydrogène. Et cette perte d'hydrogène se fait au cours de la diagénèse tardive, et ça s'appelle essentiellement la catagénèse. Et cette perte en hydrogène correspond à la genèse des pétroles et des hydrocarbures en général, qui sont des molécules très riches en hydrogène. Et quand ces molécules quittent la roche, la matière organique résiduelle, le kérogène résiduel, perd donc de l'hydrogène et s'enrichit en carbone. Et à la fin de la métagénèse, et là on rentre dans le champ du métamorphisme, si on suit la direction jusqu'à zéro, on n'aura plus du tout d'hydrogène, plus du tout d'oxygène, et on sera dans une molécule organique pure carbone qui correspond à du graphite. Donc au fur et à mesure de ces trajectoires, il y a 50 à 90% de la masse initiale du kérogène qui a été transformée en bitume, eau, CO2 et hydrocarbures. Donc si on regarde successivement les trois étapes du craquage, dans la diagénèse, on perd essentiellement le O sur C, l'oxygène, et donc on élimine de l'eau et du CO2, beaucoup. Quand on rentre dans la catagénèse, on perd essentiellement l'hydrocarbure et les hydrogènes, et ce qu'on élimine, c'est des hydrocarbures. Les températures vont de 100 à peu près à 140 degrés pour cette étape. Et quand on rentre dans la métagénèse, on est au-dessus de 140 degrés. Et là, on continue à perdre beaucoup d'hydrogène sous forme de gaz, essentiellement, des gaz légers, à 2, 3, 4, 3, 2 et 1 carbone. Voici une autre illustration de ce qui se passe au niveau moléculaire, avec ici un kérogène très peu mature, et à la fin, les plans de graphite. Une autre présentation où on retrouve l'évolution de la structure moléculaire, avec à la fin de plus en plus de cycles aromatiques, et puis ce qui est généré à chaque fois. Donc là on génère des huiles, donc des hydrocarbures lourds à beaucoup de carbone, et puis quand on est de plus en plus chaud, on génère des hydrocarbures à chaîne très courte, ici 4, 3, 2 et puis 1 pour le méthane. Si on met ça dans un diagramme avec la profondeur, on retrouve la diagénèse précoce. Alors vous voyez que les limites diagénèse précoce, diagénèse tardive ne sont pas les mêmes quand on parle de la diagénèse minérale et quand on parle de la diagénèse organique. Mais bon, c'est comme ça. On va jusqu'à 1 km pour la diagénèse précoce quand on parle de matière organique. C'est parce qu'il ne se passe pas grand-chose. À part la minéralisation de la matière organique en surface, il ne se passe pas grand-chose jusqu'à ce qu'on atteigne des températures qui permettent le craquage thermique et la libération d'hydrocarbures d'abord, lourds, et ensuite la libération d'hydrocarbures légers que sont les gaz ensuite.
voyez que le pic de libération d'hydrocarbures se fait entre 2 et 3 km dans un bassin ayant un gradient normal. Dans la même représentation, sortie d'un autre livre. Ici, un petit rappel pour vous dire, attention, la quantité de pétrole dans donc exploitable, hein, dans des gisements de gaz et d'hydrocarbures, c'est tout petit, 600 gigatonnes, alors qu'en fait, il y a eu énormément de pétrole généré, 10 puissance 5 gigatonnes, c'est juste que ce pétrole n'a pas coalescé, n'a pas migré et n'a pas été piégé, donc il n'a pas donné naissance à des réservoirs, mais il a été généré. Donc ici, l'espèce de poupée russe avec roche totale, la fraction de matière organique dans une roche totale. Ici, si on grossit que sur la matière organique, la fraction kérogène et la fraction qui pourra peut-être donner de pétrole et huile qui ont été générés, mais qui n'ont pas forcément tous migré. Et ici, toute cette fraction est séparée en aromatiques et sous-saturés, et donc exploitables, qui peut-être, en migrant, donneront des gisements. Alors, qu'est-ce que c'est que cette migration? Un gisement d'hydrocarbures, représenté ici, exploité, n'est exploitable que si il est présent dans une roche qui contient une assez grande porosité, qui est remplie par les hydrocarbures. Et que cette porosité est connectée et permet, quand on met un forage et quand on perce les roches, permet de faire remonter les hydrocarbures. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il a fallu, à partir de cette roche grise, ici, qui pourrait être la roche-mère par exemple, il faut avoir fait migrer les hydrocarbures. Et vous voyez que si ça, c'est la roche-mère qui est argileuse, et ça, c'est des grès qui l'entouraient. Les grès sont poreux, à porosité connectée. Les hydrocarbures, quand ils viennent se mettre dans les grès, peuvent migrer, et jusqu'à ce qu'ils rencontrent quelque chose qui les piège. Et ici, ce qui les piège, c'est une autre roche argileuse. Et voilà tout ce réservoir ici, occupé en haut par de l'eau probablement, au-dessous les hydrocarbures, et ici pareil, un petit bout d'hydrocarbures. Une autre illustration d'à peu près la même chose, où on voit que le piège ici est lié à un anticlinal. Une autre illustration de la même chose. Pour finir, stabilité des hydrates de gaz, donc là on sort, non, je pense que là on sort complètement de la maturation thermique, on est dans autre chose. Donc les hydrates de gaz, vous les oubliez, c'est de la diagénèse précoce. Donc si on conclut sur la diagénèse, ce qu'on a vu là, c'est que la diagénèse est un système ouvert, et on l'a vu avec le fait que de l'eau est expulsée, avec le fait qu'il y a des fluides qui circulent et qui peuvent modifier les équilibres physico-chimiques au sein des roches. On a vu que les fluides jouent un rôle essentiel dans cette diagénèse et qui sont expulsés au cours de l'enfouissement, et que les processus principaux sont ceux de dissolution et précipitation des minéraux. Pour ce qui est du moment de la cimentation, ça dépend de quand est-ce que la quantité de ciment se précipite. Et plus le ciment est précoce, plus la compaction est précoce. Et plus la compaction est précoce, plus la quantité de ciment précoce est grande, moins on pourra compacter du coup. La source de ciment, on a vu que c'est soit localement de la pression de dissolution, soit c'est lié à la migration de fluides à partir de niveaux qui sont voisins ou sous-jacents, qui vont apporter des éléments chimiques qui vont précipiter dans la nouvelle roche.
Et puis les conséquences de la cimentation, qu'on aborde un petit peu déjà là, c'est la perte de porosité. Et ça, c'est quelque chose de très important à savoir prédire quand quand on cherche à exploiter les bassins sédimentaires, soit pour y chercher des réserves d'eau, soit pour y chercher des réserves d'hydrocarbures, parce que sans porosité, on ne peut stocker ni l'un ni l'autre. Donc, la conséquence de la diagénèse, la plupart du temps, c'est la cimentation, sauf quand on est chanceux et qu'on fabrique de la porosité secondaire. Et comprendre quand, comment et où se fait cette cimentation permet de savoir où il reste des roches non ou peu cimentées dans lesquelles on peut trouver des réserves qui nous intéressent. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini, je suis en train de finir. La diagénèse, le comprendre, c'est donc fondamental pour des raisons économiques, savoir où aller chercher les charbons et pétrole. Donc la compréhension pour ces idées-là de comment la porosité évolue, c'est crucial. C'est aussi intéressant pour comprendre le rôle de la biosphère profonde, j'en ai pas parlé là, mais on commence de plus en plus à se rendre compte que dans ces réactions diagénétiques, la biosphère profonde peut avoir un rôle important. Et donc là, on est plus dans du fondamental pour le moment. Et puis, c'est aussi apprendre à décrypter le message des roches sédimentaires parce qu'il faut pouvoir faire abstraction de tout ce qui a été généré pendant la diagénèse pour avoir une bonne image de ce qui a été déposé et donc pouvoir reconstituer l'environnement de dépôt. Donc si on ne comprend pas la diagénèse, on ne peut pas faire abstraction de tout ce qui est diagénétique pour reconstituer un environnement de dépôt. Bon, et c'est une généralité, pourtant la diagénèse reste mal connue. Et c'est aussi pour ça que c'est un mot aussi vague, qui désigne des choses très variables et très contrastées pour le moment. Voilà, et je vous laisse là-dessus. Bonne révision et n'hésitez pas à me poser des questions par mail à tout le groupe si possible pour que chacun profite, que vous puissiez tous profiter de mes réponses. Au revoir.